Enquête spirituelle. Enquête spirituelle, découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Enquête spirituelle. Faites-vous votre propre avis, nous laissons la parole à nos invités. Enquête spirituelle. En direct, découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. Vous allez me voir, on est à l'antenne avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a notre invité que vous avez vu également à l'antenne. J'espère que votre soirée se passe bien. On est en direct, vous le savez, sur Néo Radio. On est en direct sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook et vous êtes à la radio sur le 107.8 FM et du côté du DB+, et même sur Internet. Vous avez tout sur Internet. Comment ça va, Amy ? Super bien. Alors attends, je vais... Avec le micro. Voilà. C'est mieux. Je vais très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle émission Enquête spirituelle et je tiens à remercier nos auditeurs qui étaient là la dernière fois. Merci pour tous vos retours et votre écoute. Ouais, les auditeurs sont très importants pour nous et on peut même dire maintenant les téléspectateurs, parce que du coup les gens nous voient. Exactement. Les gens peuvent nous voir et nous entendre en même temps. C'est la magie de la radio et des médias. On a notre invité aussi qui est là, que vous avez vu furtivement à la caméra, Patrick Leroux. Comment ça va, Patrick ? Ouais, ça va, super bien. Je suis content de vous revoir. C'est toujours un plaisir. Ah bien, nous c'est pareil. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui et surtout on va parler d'un thème qui est important. On en a déjà parlé en conférence, mais pas encore en radio, tiens. Aujourd'hui, on aborde le thème du passeur d'âme. Qu'est-ce que le passeur d'âme ? Donc Patrick Leroux a écrit un livre d'ailleurs dessus, Les âmes errantes et les passeurs. On va aborder également le thème du karma, du transgénérationnel, avec Stéphane Alez dans sa rubrique tout à l'heure. Ça, ce sera tout à l'heure, bien entendu. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans moins de 2 minutes 30 même, et on se retrouve après pour la première partie avec notre invité. Vous restez avec nous, surtout si vous avez des questions. Les réseaux sociaux, tu peux tout rappeler peut-être, Amy, avant de passer à la suite. Alors, on nous retrouve sur la page Facebook, j'allais dire Néo Radio. Oui, aussi. Ah oui, aussi, Néo Radio officiel. On nous retrouve sur la page Facebook Enquête spirituelle. Donc, vous retrouvez le live et vous posez vos questions en dessous. Et également, la chaîne YouTube Enquête spirituelle. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants. Vous restez avec nous, bien entendu. Enquête spirituelle. Et on est de retour dans cette émission Enquête spirituelle. J'espère que vous allez bien toujours ce soir. Donc vous pouvez poser vos questions à notre invité ce soir qui est Patrick Leroux, que vous voyez à l'image maintenant. Et on va parler ce soir donc des passeurs d'âme. On parlera aussi de son livre qu'il a sorti. Je suis dedans pour info. À la fin. Comme ça vous savez tout. Amy. On fait déjà un petit coucou à Geneviève, Isaline, Laurence et Marilyn qui nous suivent sur le live Facebook. Merci à vous. Ouais, merci d'être là avec nous aujourd'hui dans cette émission Enquête spirituelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet du passeur d'âme, Patrick, on aimerait savoir ton parcours. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour t'ouvrir à la spiritualité ? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu passeur d'âme ? Raconte-nous tout. Alors, contrairement à certaines personnes, il n'y a pas eu de déclic à proprement parler, c'est venu progressivement. C'est-à-dire que si je remonte dans mon adolescence et dans mon enfance, tout ce qui était spiritualité, tout ce qui était psychologie, parapsychologie, etc., c'est un truc, moi j'étais assez rébarbatif. Et puis, et même très cartésien, d'ailleurs je suis encore très cartésien maintenant. D'accord. Mais j'ai ajouté d'autres touches, quoi, voilà. Mais donc, en fait, c'est un peu un développement professionnel qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que dans ma profession, j'ai coaché des gens. Et puis j'ai eu envie d'aller plus loin, j'ai eu envie d'en faire quelque chose, donc j'ai appris à coacher en développement personnel. Et puis un peu avant ça d'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui. Alors le Feng Shui je l'ai choisi
parce que dans la maison que je rénovais à ce moment-là, j'avais envie de mettre de l'harmonie dedans. Donc j'avais vraiment envie que cette maison soit harmonieuse. Donc quand on parle de Feng Shui, on parle aussi évidemment d'énergie, mais le Feng Shui c'est très analytique, donc c'est-à-dire qu'on va travailler sur base de plans, d'orientation, de direction, on prend des mesures, c'est presque très scientifique en fait. Ouais. Il y a un peu de ressenti, mais c'est très analytique en fait. Et puis après ça, en fait, je me souviens avoir reçu un soin Reiki. Ça m'a soulevé en fait, mais réellement ça m'a soulevé. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression dans ce soin à un moment que je sortais de mon corps. Et j'ai eu une sensation tellement forte que je me suis dit, c'est bluffant ce truc en fait. Et donc je me suis intéressé. C'était ton premier soin énergétique. C'était le tout premier. Ouais. Le tout premier. T'es tombé sur du Reiki directement. Ah ouais. Ok. Le tout premier. Et je me suis dit c'est intéressant ce truc en fait. Et puis comme moi je suis très curieux et que j'adore apprendre, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me former en Reiki et j'ai commencé. Et puis petit à petit j'ai commencé le Reiki, j'ai commencé des soins qui s'appellent Isis, Pharaon, Lao Chi. Enfin j'ai un peu cumulé différents trucs. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, je me suis rendu compte que finalement tout tourne autour de la même chose. Et donc on est plus dans une dynamique d'énergie, de volonté, d'envie de bien faire, etc. Et que finalement, quelle que soit la méthodologie, ce n'est jamais qu'une manière de travailler et que le reste est un peu intuitif derrière. Et donc, la personne qui m'a formé à tout ça m'a dit aussi, Patrick, je t'apprendrai pas à devenir passeur d'âme. Je dis, pourquoi ça s'apprend en fait. Et donc, oui, il m'a expliqué un petit peu ce que c'en était. Je suis un peu, ouais, d'accord, ok. Et puis, et puis il m'a appris ce que c'était. Et puis c'est vrai que quand on découvre ça, on est un peu dans c'est toujours initiatique en fait. Ça veut dire que on apprend réellement sur le terrain. Donc c'est quand on le fait, plus on expérimente, qu'on se rend compte que là on apprend. Et c'est vraiment l'expérience qui fait que qu'on devient maître dans les soins énergétiques, qu'on devient maître. Et quand je dis maître, c'est pas, on commence à maîtriser quoi. Oui. On maîtrise l'outil, on maîtrise la technique, on maîtrise la sensibilité, et c'est la même chose avec le rôle de passeur d'âme. Donc voilà, pour répondre brièvement à la question, ça m'est pas tombé dessus, c'est venu vraiment progressivement. D'accord. Et donc, tu dis que tu es ouvert à la spiritualité finalement depuis toujours. Donc tu es dans une famille qui t'accompagne de ce côté-là. C'est vrai. Je le savais pas, mais j'ai appris évidemment quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai appris que la génération de femmes, donc c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, ma marraine qui est la sœur de ma maman, elles sont un peu dans cette dynamique-là de coupeurs de feu, etc. Donc j'ai appris finalement que j'avais dans mes ancêtres des coupeurs de feu et c'est aussi ce que je fais finalement, puisque quand on est un peu dans l'énergétique, je crois qu'on est d'office coupeurs de feu, mais voilà. Comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, c'est la façon de travailler, c'est la méthode, mais tout est relié ensemble quoi. Ouais, je crois, vraiment. Alors pourquoi passeur d'âme? Qu'est-ce qui t'a justement passionné dans ce domaine en particulier? Il faut savoir que j'ai un job aussi de psychothérapeute et je me rends compte en fait que il y a le Feng Shui, donc il y a à la fois l'analyse de la maison, il y a le travail qu'on peut faire sur la maison, il y a le travail très cognitif qu'on peut faire très rationnel avec l'être humain et avec son cerveau, et puis il y a l'âme. Et l'âme, elle a une importance phénoménale évidemment. Et donc quand on arrive à travailler au-delà du cognitif, qu'on arrive à travailler avec l'âme, dans l'âme, quand elle est incarnée, on fait déjà un super chouette boulot. Et puis je me suis rendu compte que au fil de mon expérience de passeur d'âme, donc vraiment aller travailler dans les maisons, il y a toute une série d'âmes qui sont perdues, qui ne demandent qu'à être libérées en fait. Mais c'est vraiment de la libération en fait. Et moi je prends énormément de plaisir en fait, parce que c'est tellement plus simple parce qu'il n'y a pas l'ego en fait. C'est vrai. Et donc toute cette dynamique-là, plus j'expérimente et plus je me rends compte que non seulement c'est facile, mais en plus c'est agréable. Ouais. Enfin c'est agréable. C'est agréable dans le résultat. On sent qu'il y a une libération d'énergie et puis les gens me disent après des différents ressentis, différentes libérations, différents blocages qui sautent. Il y a un mois, je pense à peu près, j'étais dans une maison où il y avait énormément d'énergie négative qui venait à la fois de la maison mais de l'extérieur.
Le monsieur, il trouvait pas de boulot. Après être passé une semaine après, un grand max, il retrouvait du boulot, quoi. Donc, tu vois. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. C'est ça. Il n'y a pas que ça, mais ça aide aussi. Autant donc ça libère l'âme errante, l'âme défunte, que ça va libérer l'âme de la personne qui est incarnée ici avec nous. Oui, parce que toutes ces âmes qui sont là, en fait, sont très énergivores. C'est-à-dire que finalement, elles sont tellement attachées aux énergies de la Terre, alors que c'est pas leur place. Finalement, une fois que le corps meurt, l'âme doit partir, doit rentrer à la maison. Et effectivement, elle a besoin d'énergie. Elle se nourrit des énergies qui sont là pour continuer à exister. Et donc, oui, elle va aller puiser de l'énergie, entre autres chez les êtres qui sont encore vivants. Et ça peut être des plantes, ça peut être des animaux, ça peut être des êtres humains. Donc, tout ce qui est là, vraiment, il y a une partie énergivore. Même si l'âme qui est perdue est dans une dynamique joyeuse. Parce qu'il y en a, c'est pas forcément une dynamique triste. Hein. Il y a vraiment, il y a aussi des âmes qui sont en pleine joie parce qu'elles ont vécu une expérience, une vie qui était très sympa. Très enrichissante, très joyeuse, très plaisante, et elle reste accrochée à cette énergie-là, rien qu'à ça. Mais malgré tout, même avec cette dynamique-là, elle reste énergivore pour ceux qui sont encore vivants et incarnés, quoi, j'ai envie de dire. Mais quelle question, qui me vient justement, on parle de passeur d'âme, mais d'après toi, qu'est-ce qu'une âme? Parce qu'on parle souvent âme, esprit. Est-ce que une âme c'est différent justement, ou alors on parle pas de la même chose? Je crois que c'est juste une question de terminologie. Il y a des gens qui vont appeler esprit l'âme, et pour parler exactement de la même chose en fait. Donc moi, ma terminologie, c'est l'esprit va être plutôt au niveau de la tête. Ouais. Comme ça, on cadre et on sait de quoi je parle. Quand on dit quelqu'un qui est sain d'esprit, c'est un peu ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas son âme qui est de l'autre côté, quoi. Bah, ça dépend. Encore une fois, pas pour moi. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, je pourrais l'appeler comme ça, mais c'est une question de définition, quoi. Il y a des gens qui vont dire oui, un esprit, c'est une âme. Et effectivement, on peut le définir comme ça, hein. Quand on va dans une maison et qu'on dit il y a des esprits dans cette maison, on a compris que c'était pas du cerveau dont il était question. Mais c'est une bonne question. Ouais, comme tu le disais, puis tous les animaux en ont. Enfin, après, je ne sais pas si on peut pousser plus loin, mais les animaux, enfin tout ce qui est être vivant a une âme. On peut dire ça. Oui, je pense aussi. Ouais, effectivement. Alors évidemment, comme il n'y a pas le cerveau, le même cerveau que l'être humain, en tout cas pas le même ego. Je veux dire, une plante, une fois qu'elle meurt, se pose pas trop la question émotionnellement si elle va rester ou pas. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, tu parles de ça. Ils en ont parlé la semaine dernière, une étude qui est sortie, comme quoi, et c'est prouvé scientifiquement que les plantes ont un esprit ou une âme. En fait, ils arrivent à prouver ça scientifiquement avec l'analyse des cellules. Que ils avaient donné un exemple. Hein, tu dois, à mon avis, ça va te parler et ça va vous parler vous aussi qui nous regardez. Où ils avaient fait le test avec, je crois que c'était un yucca ou une plante verte. Et donc ils avaient mis toutes sortes d'appareils de mesure dessus pour voir un petit peu comment la plante se comportait. Et ils avaient ils allaient aller chercher des ciseaux. Donc la personne vient juste avant dire je vais aller chercher des ciseaux, je vais couper une feuille. Puis elle sort de la pièce. Elle revient, elle coupe la feuille, pour faire l'essai, puis après ils ont analysé le truc, et en fait, à partir du moment où la personne a eu l'intention d'aller chercher les ciseaux, il y a une réaction de la plante. Il y a vraiment une réaction de « oups, j'ai peur », quoi. Donc c'était même pas le fait d'avoir peur, et puis après, il y a comme de l'équivalent de la douleur aussi par rapport aux plantes, donc il y a vraiment, il y a une âme dans les végétaux. Bon, voilà. Je sais pas ce que t'en penses justement de ça, Patrick. C'est quelque chose qui se confirme très régulièrement dans l'amour qu'on peut donner aux plantes. Ouais. Si on s'occupe d'une plante, qu'on la choisit, donc on lui donne vraiment de l'amour, qu'on a envie qu'elle se porte bien, elle va bien se porter en fait. Ouais. Vraiment. Alors que une autre qu'on va délaisser, qu'on va mettre un peu de côté en se disant de toute façon elle est crevée, je vais la mettre de côté. Finalement elle va terminer son chemin, quoi. Oui. Alors que si on a envie de lui redonner de la vie, pour autant que les conditions physiologiques soient bonnes, elle peut vraiment reprendre de la vigueur. Donc vraiment. À expérimenter. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a des expériences qui sont faites juste dans l'énergie qu'on est fait avec des grains de riz, hein. Sans doute vous avez déjà vu, c'est un truc assez connu. Et même sur vos plantes à la maison, faites-le, vous verrez. Ouais, vraiment, ouais. Bon, après, essayez de ne pas détester les plantes, ce sera plus sympa pour elles. Enfin, plutôt dans le côté amour, quoi. Oui. Faites-les revivre. Ouais, c'est vrai que si vous fouillez sur Internet, vous allez trouver l'exemple du bol de riz. On peut voir le riz pourri quand on l'aime pas et le riz vraiment bien quand on l'aime bien. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On marque une petite pause sur Néo Radio. Vous restez avec nous. On se retrouve avec Patrick Leroux dans moins de 2 minutes. Enquête spirituelle.
De retour en direct dans cette émission Enquête spirituelle ce 5 février avec notre invité Patrick Leroux. On vous fait des petits coucous, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a Marilyn, il y a Serrani, il y a Monique, il y a également Isabelle, Céline. Eh bien, merci d'être là. Il y a aussi Flamma qui vient de faire un petit coucou. Elle te refait un petit coucou, Patrick, parce que c'est suite à ton message. Donc salut à tout le monde qui nous écoutait et qui nous regardait aussi en même temps donc sur Facebook Live et aussi du côté de notre chaîne YouTube Enquête-spirituelle. C'est super facile à comprendre. Alors tout à l'heure on parlait d'âmes errantes. Autant elles peuvent être présentes autour de nous en positif qu'en négatif, mais pourquoi une âme erre? Non. Alors la suite logique en fait, une fois que le corps meurt, donc le corps physique, une fois que le corps meurt, le chemin traditionnel c'est quand tout va bien, on rentre à la maison. Moi j'aime bien dire on rentre à la maison parce que c'est facile à comprendre. Oui. Voilà. Alors très souvent il y a cette notion d'ascension évidemment, parce que quand on descend ça veut dire qu'on est rattaché, on redescend vers l'intérieur de la Terre, donc quel que soit l'endroit où on est finalement il y a cette notion d'ascension, on monte vers le ciel, donc il y a un peu cette notion de légèreté. Alors je vais faire le lien directement avec une expression, la légèreté de l'âme. Ça dit plein de choses en fait, la légèreté de l'âme. Quelqu'un qui est dans la légèreté de l'âme, on sent dans son vivant qu'il a un peu de désinvolture, un peu c'est un peu comme s'il s'était débarrassé de tous ses soucis, de tous les problèmes qui sont rattachés à la terre. Alors qu'est-ce qui amène une âme finalement, une fois qu'elle a quitté le corps, à être rattachée à la terre? C'est tout ce qui l'attache, et vraiment cette notion d'attachement, de lien, mais pas le lien qui est positif, en tout cas pas c'est un peu comme si l'âme était accrochée à un boulet, comme s'il y avait quelque chose qui la rattachait et qui l'empêchait de s'élever. Et ce qui l'empêche de s'élever, ce qui l'empêche de monter, de grimper, de rentrer à la maison, c'est toutes les émotions, quelle que soit leur dimension. Donc, quand je dis les émotions, il y a la palette classique des 5 émotions, hein, on les retrouve dans le dessin animé vice versa. Oui. Je trouve ça super bien fait, l'expression, le truc est génial. Effectivement. Donc la palette des 5, c'est la joie, c'est la peur, c'est la colère, c'est le dégoût et c'est la tristesse. Donc ça, c'est les 5. Alors tant qu'elles sont modérées, ça va. Puis quand elles prennent énormément d'ampleur, finalement, c'est un peu comme si l'âme se chargeait de toutes ces émotions-là. Donc l'âme va avoir, dans le vivant, dans le moment vivant du corps, elle va avoir de l'influence pour autant qu'on lui permette d'avoir de l'influence sur le corps et sur l'esprit. Donc on en parlait juste avant, l'esprit pour moi c'est ce qui se passe dans la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par pour autant qu'on lui permette de le faire? Parce que ça veut dire que si intellectuellement on se dit ça n'existe pas, je suis tellement cartésien que je veux pas croire à ça, l'âme n'a pas sa place finalement. Okay. Donc moi j'aime bien donner, je compare souvent l'âme à une flamme. Donc c'est un peu comme si on avait une petite flamme à l'intérieur de nous, et si on l'alimente, on lui laisse de la place. Si on ne lui laisse pas la place, c'est un peu comme si on mettait du brouillard autour et qu'on ne la nourrissait pas, qu'on baissait un peu l'intensité qu'on peut donner à cette flamme-là. Donc elle ne s'éteint pas. Elle reste même après la mort, elle reste vivante, elle reste là. Mais plus elle a de l'intensité, plus on la nourrit, plus on lui donne de la force, et plus elle va prendre de l'ampleur du moment du vivant et aussi après la mort. Et donc plus elle a de force, plus elle est nourrie, et plus elle est libre aussi après. Oui. Donc oui, si on est tellement cartésien qu'on n'y croit pas, qu'on se dit c'est des foutaises, et qu'on se nourrit de toutes ces émotions-là, et qu'on est trop dans la logique et dans le corporel, on ne donne pas cette force-là à son âme. Et donc une fois que le corps meurt, l'âme qui n'a pas été suffisamment nourrie, qui n'a pas pu grandir, qui n'a pas assez d'énergie, qui n'a pas assez de force, qui n'a pas assez de légèreté pour s'élever, reste accrochée. Alors qu'est-ce qui l'accroche? C'est toutes les émotions, comme je disais, et puis c'est les attachements à des biens matériels, à des gens, à quelqu'un qui adore sa maison, sa voiture et qui ne vit que par ça, ou son boulot, finalement son âme va se nourrir de ça et être accrochée à quelque chose qui est très terrestre en fait. Les émotions, c'est très terrestre aussi. Oui. C'est très terrestre. Les liens entre personnes, entre humains, c'est très terrestre. Quand tu dis ça, je te coupe, Patrick, mais du coup là-haut, il y a plus d'émotions, ou c'est vraiment, ou alors il y en a plus sur la terre que là-haut? Disons que c'est pas la même chose. Il faut partir du principe que une âme
tant qu'elle n'est pas incarnée, sa connaissance n'est que conceptuelle. Et donc finalement, venir s'incarner, c'est se donner la possibilité de matérialiser et de comprendre quelque chose qui est conceptuel. Ouais. Prenons l'exemple d'un enfant, d'un bébé. On lui parle d'amour jusqu'à 2 ans, 3 ans, et lui dire ok, je ressens bien ce que c'est de l'amour, mais qu'est-ce que c'est à proprement parler? Et plus il grandit, plus il va pouvoir matérialiser, comprendre, intellectualiser cette partie-là. Prends ça comme un exemple et considère que c'est un peu la même chose pour l'âme. Elle a une idée, un concept de ce que peut être l'amour, la colère, la violence, toutes ces choses qu'on connaît sur Terre, et vient un peu comprendre ce que c'est en fait. Comprendre de manière concrète. Ouais. Passer du concept à un autre niveau plus concret. Émilie? Oui, et donc toutes ces âmes errantes, comment on peut les ressentir? Ah. Ben, il y a des tas de gens qui ne les ressentent pas à proprement parler, ou en tout cas qui ne savent pas que c'est ça. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans une maison, quand on est à l'extérieur, bref, quel que soit l'endroit où on peut se sentir bien ou pas se sentir bien. Comme je disais, toutes les âmes qui sont perdues, qui restent accrochées là, sont énergivores. Ça veut dire que plus elles sont présentes dans le temps, et plus elles vont épuiser un peu. Elles vont fatiguer, elles vont prendre de l'énergie vitale. Pas jusqu'à tuer, hein, je veux dire, c'est pas le but, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais épuiser un peu. Ouais. Alors plus l'énergie est négative, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers des émotions comme la colère, comme la tristesse, et plus ces émotions, plus cette énergie sont puissantes, et plus c'est énergivore. Je veux dire, quand il y a une âme qui est là et qui est dans la joie, elle va être énergivore, mais beaucoup moins qu'une qui a été oui. dans la colère, dans la frustration et toutes ces énergies-là. Donc on ne le ressent pas de la même manière. Alors comment on les ressent? Soit c'est kinesthésique, donc on ressent à travers son corps qu'il y a quelque chose qui est présent, une présence, quoi. Des gens qui disent ça, on ressent une présence. Ouais. Et puis parfois il y a des manifestations qu'on appellera paranormales, c'est-à-dire qu'il y a des télévisions qui vont s'allumer, une lampe qui va s'éteindre, des trucs comme ça. Finalement, toutes ces manifestations ne sont que l'envie de l'âme qui est là de dire oh coucou, je suis là et a priori je devrais pas être là. Ouais. J'ai besoin d'être quelque chose, aidez-moi, quoi. Du film Ghost, quoi. Quand il essaie de rentrer en contact, c'est un petit peu ça, quoi. Il fait tout ce qu'il peut pour le faire, quoi. Ouais. C'est une belle manière de l'imager, en tout cas. Et quand on les ressent, donc pour ceux qui veulent, entre guillemets, devenir passeurs d'âme ou qui ont justement des entités, on peut appeler ça aussi des entités chez eux. Souvent, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste tout bêtement, moi, c'est un petit peu une théorie que j'applique, on va dire. Moi, j'ai la possibilité de les ressentir, donc forcément, c'est différent. Mais ils sont pas toujours là pour nous embêter non plus. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le meilleur comportement à porter, même si on n'est pas trop ouvert, mais qu'on l'est un petit peu? Et c'est là que c'est intéressant de faire la distinction entre les âmes qui sont libres et celles qui ne le sont pas. Donc, quand le sujet ici, c'est finalement de parler de ces âmes qui ne sont pas libres. Les âmes, elles peuvent venir, redescendre, monter, etc. Pour autant qu'elles ne soient pas montées dans un niveau trop élevé, oui. trop détaché de la terre. C'est-à-dire que, je veux dire, quelque part, une fois que l'âme meurt, elle monte un peu par échelon, quoi. Donc, et plus elle s'éloigne, et moins elle a la possibilité de venir. C'est d'ailleurs quelque chose que tu expliques très bien dans un des passages de mon livre. Et donc, effectivement, il y a cet échelonnement. Mais donc, tant qu'elle n'est pas libre, tant qu'elle est accrochée, c'est intéressant de faire quelque chose, de faire soi-même quelque chose, d'essayer de faire quelque chose soi-même, ou de demander à quelqu'un qui sait le faire de le faire. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est de lui donner la possibilité de rentrer à la maison, quoi. C'est lui donner la liberté d'aller, quoi. Il y a une question justement d'Isaline sur Facebook qui nous dit elle ressent des frissons. Elle dit que faire quand on a les frissons? Est-ce que c'est vraiment déjà une âme? Parce qu'on peut juste. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre aussi, hein. Ouais. Voilà, on a des frissons, ça peut être juste qu'on a froid. À ce moment-là, je te dirais, Isaline, tu prends un plaid. Voilà. Je dirais exactement la même chose. Toi, si t'as froid, couvre-toi, tu vas voir les frissons vont disparaître. Mais à partir du moment, je crois qu'on se connaît bien aussi. On sait quand c'est un frisson de froid ou quand c'est autre chose. Voilà, quand on a un frisson. J'aime bien faire le rapport aussi à d'abord chercher la chose logique aussi. Avant de partir dans le paranormal. Moi aussi, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des frissons? On essaye un peu de s'écouter encore plus et de se dire, tiens, est-ce que c'est dérangeant ou est-ce que finalement, quand on a des frissons, ça veut dire qu'on a déjà cette sensibilité-là. Donc si on a cette sensibilité-là, on peut la pousser un cran au-dessus, quoi, en se disant, ok, est-ce que c'est désagréable? Est-ce que cette présence que je ressens me paraît plus
plus nocive ou plus comment je vais dire agressive, ou bien finalement elle est là et c'est pas dérangeant quoi. Et puis une fois qu'on a identifié ça, on va aller dans on va plutôt dire bon ok, elle est là. La plupart des gens, il faut se dire bon, ça me dérange pas, donc elle reste quoi. Et puis il y a ceux qui vont dire c'est vraiment dérangeant. Moi, ça me crée des problèmes au niveau du boulot, comme on disait tout à l'heure, au niveau de ma santé, au niveau des relations aussi, au niveau de mon humeur aussi. Et donc, il faudrait bien que ça change. Donc, si on se sent capable de le faire soi-même, autant le faire soi-même. Je veux dire, pourquoi pas. Et puis, si on se sent pas capable, on fait appel à quelqu'un qui sait le faire. Ouais. On parlera justement tout à l'heure de comment faire, comment tu travailles aussi au niveau du passeur d'âme, ce qu'il y a lieu de faire, de pas faire, comment se comporter, et justement, tu l'as dit, de ressentir si c'est une mauvaise entité, une mauvaise âme, ou quelqu'un de plus sympa. Mais ça revient aussi à l'humain aussi. On a aussi des personnes humaines en face de nous qui vont le sentir avec les auras, je dirais peut-être un petit peu plus. Mais ça, on abordera le sujet tout à l'heure. Amy, tu voulais prendre la parole avant qu'on la donne à Stéphane? Ben non, justement, je voulais annoncer que Stéphane arrive pour sa rubrique qui va parler de karma et transgénérationnel. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 2 petites minutes avec Stéphane et puis encore avec notre invité, bien entendu, qui est avec nous, Patrick Leroux. Enquête spirituelle. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du karma et du transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le karma ? Le karma, en fait, c'est un concept qui trouve ses racines dans plusieurs traditions spirituelles, notamment l'hindouisme, le bouddhisme. Il fait référence à la loi dite de cause à effet, et où les actions d'une personne, en fait, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, tout ça, ça a des conséquences, et elles peuvent se manifester dans cette vie ou dans des vies futures. En d'autres termes, ce sont nos choix, nos comportements qui influencent notre destin. Le transgénérationnel, quant à lui, il se réfère à l'idée que certaines expériences, traumatismes ou schémas comportementaux, ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre au sein d'une même famille. Ça signifie donc que les enfants, ils peuvent hériter non seulement des traits physiques de leurs parents, mais aussi de leurs émotions, de leurs croyances aussi et de leurs luttes. Ce concept, il est souvent exploré dans le cadre de la psychologie familiale et donc de ce qu'on appelle les thérapies systémiques. Donc en liant ces deux concepts, on peut dire que le karma pourrait influencer les dynamiques justement transgénérationnelles. Je vous donne un exemple. Les actions et les choix d'une génération peuvent avoir des répercussions sur les générations suivantes en créant ainsi des cycles de comportements, de croyances qui vont se perpétuer. Donc ça peut également signifier que les membres d'une famille peuvent travailler à travers des défis karmiques communs en cherchant à briser des schémas négatifs ou à guérir des blessures héritées. On va parler maintenant du karma. Donc le karma, c'est souvent perçu comme une sorte de balance morale. Donc je vais vous donner quelques points clés. Il y a plusieurs types de karma. Je ne vais pas les nommer parce que ce sont des mots un peu compliqués, mais il y en a. Le premier, on va dire que c'est le karma qui est accumulé de toutes les vies passées. Il représente l'ensemble des actions passées qui influencent notre situation actuelle. Le second, c'est la partie du karma qui est en train de se manifester dans notre vie actuelle. C'est-à-dire, il s'agit des conséquences des actions passées qui sont en cours de réalisation. Le troisième, ce sont les actions que nous entreprenons dans le présent qui vont façonner justement notre futur. Alors, si on parle de karma et de réincarnation, dans les traditions qui croient en la réincarnation, le karma il va jouer effectivement un rôle crucial, c'est-à-dire que les actions d'une vie vont déterminer les circonstances de la prochaine vie. Ça va encourager une prise de conscience éthique et morale dans nos actions quotidiennes. Pour libérer le karma, parce que ça on en parle beaucoup, il y a certaines philosophies comme le bouddhisme qui enseignent qu'on peut se libérer du cycle du karma en atteignant ce qu'on appelle l'illumination. Ça implique de comprendre la nature de la souffrance et de pratiquer aussi la compassion. Maintenant, le transgénérationnel. Quant à lui, c'est un concept, comme je vous l'ai dit, qui a gagné en popularité dans le domaine de la psychologie. Moi, par exemple, dans mes cabinets, je suis vraiment habitué à traiter ça très souvent en matière de transgénérationnel, parce que je me rends compte finalement que y a beaucoup de choses qui se transmettent par les grands-parents, par les parents, voire plusieurs générations en arrière. Donc la transmission notamment des traumatismes, les traumatismes qui sont vécus par une génération, il faut savoir que ça peut affecter les générations suivantes. Par exemple, un parent qui a vécu une guerre ou un traumatisme, il peut transmettre des comportements anxieux ou des croyances qu'on appelle croyances limitantes à ses enfants. Des schémas comportementaux, les familles elles peuvent développer des schémas de comportement qui se répètent. Par exemple, des problèmes relationnels, des addictions, des difficultés financières qui peuvent se transmettre de génération en génération. La thérapie justement transgénérationnelle dont je vous parlais, certaines approches thérapeutiques comme
Comme je le disais, la thérapie familiale systémique, eh bien, ça se concentre sur l'exploration des dynamiques familiales et des héritages émotionnels. En gros, ça peut aider les individus à prendre conscience de ces schémas et à travailler pour les changer. Pour terminer, le lien entre le karma et le transgénérationnel, donc je l'ai dit, les cycles de comportement. Donc les actions d'une génération peuvent créer des cycles qui se perpétuent. Par exemple, si une génération adopte des comportements négatifs en raison de traumatismes non résolus, eh bien tout ça, ça peut influencer les choix, les comportements de la génération suivante. Ça, c'est clair. Maintenant, la responsabilité collective. Le concept de karma peut être également élargi pour inclure une responsabilité collective. Donc dans ce cas-là, les actions d'une communauté ou d'une culture peuvent avoir des répercussions sur les générations futures, en créant un héritage de valeurs, de croyances et de comportements. La guérison et la transformation, en prenant conscience finalement de ces dynamiques, eh bien, les individus peuvent travailler à la guérison des blessures transgénérationnelles. Et ça peut impliquer de faire face à des traumatismes familiaux, de changer des schémas de comportement ou de cultiver des valeurs positives qui bénéficieront aux générations futures. Et pour terminer, donc, en somme, finalement, le karma et le transgénérationnel, eh bien, sont des concepts interconnectés qui nous invitent à réfléchir sur nos actions, nos héritages et notre capacité à changer le cours de notre vie et celle de nos descendants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Enquête spirituelle. Merci Stéphane pour cette rubrique, pour ta rubrique dans notre émission. On a parlé de karma et transgénérationnel. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Eh ben, on se rend compte en fait qu'en fonction des régions du monde, on a, en fonction des cultures, on a une dynamique plutôt qu'une autre. Alors il y a le karma dans un endroit, il y a le transgénérationnel de l'autre. Alors comme je disais tout à l'heure et comme Laurent disait, je suis aussi quelqu'un de très cartésien. Donc c'est-à-dire que on va parler juste 30 secondes ou 2 minutes de génétique. Donc la génétique, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est à quel point on a dans notre corps est influencé. Donc à quel point on intègre dans notre corps, finalement, un mode de fonctionnement. Alors pourquoi je parle de génétique ? Parce que finalement, on dit la génétique, c'est comment est-ce qu'on transfère finalement d'une génération à une autre un comportement ou une maladie ou d'autres choses de cet ordre-là. Donc, comment est-ce qu'à travers le corps des parents vers les enfants, on transfère quelque chose ? Alors, la génétique, elle est modifiable. Aujourd'hui, en fait, il y a toute une série d'approches, dont l'hypnose notamment, qui parlent de modifier l'ADN. Donc l'hypnose et plein d'autres approches, mais qui amènent à modifier la génétique, à modifier l'ADN. Alors ce n'est pas obligé de le faire juste de manière scientifique. Si on part du principe que le corps, l'âme et l'esprit interagissent, donc l'esprit au niveau de la tête, finalement chacun influence l'autre. Et donc si l'esprit et l'âme influence le corps, on peut aussi influencer la génétique. Alors pourquoi je parle de génétique et de ce transfert-là ? C'est pour répondre par rapport à ce que Stéphane disait, finalement le transgénérationnel, le karma. Finalement, on hérite du comportement de ses parents, de ses grands-parents, parce qu'ils sont tout proches finalement. Donc à la fois à travers la transmission du corps, on hérite de ces comportements-là et on en hérite directement via nos parents, nos grands-parents, mais beaucoup moins via les arrière-grands-parents, etc. Pourquoi ? Parce que il y a non plus cette forme de mimétisme du comportement des générations passées. Je crois pas que je ressemble à mes ancêtres d'il y a 10 générations, quoi. Ni dans le comportement, ni dans le côté physique. Donc plus on s'éloigne de ça et plus on s'éloigne de cette génération. Donc tout ça est un peu lié à la fois le corps et ce que Stéphane disait, donc à travers le transgénérationnel. Donc ça peut s'expliquer aussi de manière cartésienne et aussi pour parler de l'âme. L'âme ne choisit pas sa famille par hasard. Donc ça veut dire qu'elle va arriver dans un endroit plutôt que dans un autre, juste pour apprendre quelque chose et pour aller dans cette direction-là plutôt que Exactement. Moi je dis toujours que dans l'ADN, dans notre famille, on récupère souvent des traits de caractère, les traits physiques, c'est vrai, tu ressembles à ta grand-mère ou à ta grand-tante, mais il y a aussi les traits émotionnels. Et ceux-là, on ne les voit pas, on les découvre au fil du temps. Tout à fait. Et oui, il faut s'en libérer aussi, je pense. Tout à fait. Et il ne faut pas considérer que c'est figé et qu'on ne peut rien en faire. Bien au contraire, on peut modifier ça. Ça, je suis d'accord aussi.
par choix. La personnalité, elle est pas figée, hein, je veux dire, en fonction des choix qu'on fait, en fonction des objectifs de vie qu'on se fixe, on va dans une direction plutôt qu'une autre. Donc la personnalité, c'est pas parce qu'à 15 ans, à 20 ans, on a un type de personnalité que c'est figé pour le restant de sa vie. On peut très bien évoluer vers quelque chose de sympa ou de moins sympa en fonction des choix qu'on fait. Exactement, c'est toujours l'évolution. Ouais. L'évolution de l'âme. Ouais. Et donc là-dessus, une des questions que tu te posais tout à l'heure, c'est finalement comment est-ce qu'on fait pour alléger l'âme dans cette vie-ci, en fonction des choix qu'on fait, finalement, en fonction de la vie qu'on a envie de mener, en fonction de la direction qu'on a envie de prendre. Alors on ne contrôle pas tout, hein, je veux dire, il y a des choses, ça nous tombe sur le coin de la gueule, on les prend et puis on fait avec, quoi, je veux dire. Oui, non mais c'est vrai, c'est pas, si on a un accident de voiture, c'est pas forcément notre faute, quoi, c'est pas notre karma, c'est pas parce qu'on avait décidé qu'on allait avoir un accident, je veux dire, il y a des fois, c'est pas ce qu'on peut appeler un effet domino. Il y a dans un film, je crois, un truc comme ça, je me demande, est-ce que c'est pas avec DiCaprio, je crois, quelque chose comme ça, enfin bon, soit. L'effet domino, c'est finalement, quelqu'un a une action et ça a un effet sur plein d'autres. Je veux dire, si je tombe dans un bouchon le matin, c'est pas moi qui l'ai choisi, quoi. On l'a revu il y a pas longtemps avec Matt Damon. Matt Damon, voilà. L'agence, c'est les gens au chapeau. Tout simplement, c'est ça, ouais. Voilà. Mais donc, dans les choix qu'on fait, finalement, on va se préparer à la mort. On va se préparer au passage. On va se préparer à l'évolution de notre âme. On va préparer notre âme à être dans la légèreté et à rentrer facilement dans la maison ou pas. Donc, si on sait tout ça, je veux dire, quand on le sait pas, on le sait pas. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, on agit de différentes manières. Mais par contre, quand on l'a dit, il y a un moment, il faut se dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, maintenant que je le sais, je vais être un petit peu obligé de faire des choix qui vont permettre ça. Donc, je ne sais pas combien vous êtes en train de nous écouter, mais maintenant, vous pouvez plus dire que vous ne le savez pas. Donc, je veux dire, préparez votre âme, quoi. Je veux dire. Voilà, vous travaillez un petit peu maintenant. Amener de la légèreté, quoi. Vous allez travailler maintenant un petit peu, le temps de faire un petit pipi peut-être pour ceux qui sont là avec nous, ou aller boire un petit café, une tisane le soir ou un déca, hein, si vous voulez. On marque une toute petite pause dans cette émission. Vous pouvez nous suivre donc sur neoradio.be pour ceux qui veulent écouter en même temps la musique, le live, et nous voir sur Facebook et sur YouTube. Alors petite info technique, c'est que parfois sur le live Facebook ça devient noir, mais c'est pas de notre faute, c'est Facebook. Voilà, il suffit de fermer le live et de le réouvrir. On remercie Céline d'ailleurs qui avait mis un commentaire à ce sujet. On se retrouve dans quelques petites secondes. Vous restez avec nous. Enquête spirituelle. De retour en direct dans cette émission Enquête spirituelle. On est en direct sur Facebook Live. Vous nous voyez, on est en direct à la radio aussi sur neoradio.be et sur YouTube également, sur notre chaîne YouTube. Alors, on va continuer sur notre thème d'aujourd'hui avec Patrick Leroux, les passeurs d'âme. On parlait tout à l'heure, donc quand il y a une âme errante, par exemple chez nous, on peut se sentir donc dérangé, on peut ressentir beaucoup de fatigue, comme l'explique d'ailleurs Isaline en témoignage donc sur le live Facebook, trop de fatigue, peut-être même des maladies qui se déclenchent, un mauvais sommeil. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Essayez en fait vous-même de par l'intention. Alors l'intention, il y a l'intention à la fois l'intention cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on veut dans sa tête et puis finalement au fond de soi on dit bon, ok. Donc à la fois associer l'intention cérébrale, l'intention qu'on a dans la pensée et l'intention du cœur. Plus on va émettre du cœur et plus ce sera facile. Donc quelque part, mettez l'intention, pensez que s'il y a une présence qui est là, elle n'est pas libre. Et donc dites-vous les mots qui vous passent par la tête, mais qui sont les plus sincères, les plus spontanés, il y a vraiment une question de sincérité derrière. D'accord. Et plus on y met de l'amour, et plus on y est, plus on est dans le bon. Donc si vous ressentez ce genre de présence et que vous dites bah tiens j'essaierai bien par moi-même, allez-y en fait, dites-vous ok finalement je comprends pourquoi tu es là, parce que c'est un peu cette dynamique-là. Il faut se mettre un peu dans la peau de l'autre. Dans la peau de l'âme, je comprends pourquoi tu es là, même si tout n'est pas forcément clair pour moi, parce que c'est pas mon domaine de compétence à proprement parler, mais je peux imaginer pourquoi tu es là, et finalement ta place elle est pas là. Donc ta place c'est rentre à la maison. Et donc quelque part, j'ai envie de te libérer, j'ai envie de faire quelque chose pour toi, j'ai envie que tu te sentes que tu te sentes mieux, que tu sois plus à ta place. Et donc si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît viens en fait, je t'ouvre la porte. Parce que très souvent, finalement,
Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui ouvre une porte entre ici et là-bas, et dans les deux sens, hein, d'ailleurs, très souvent. Et c'est vrai que dans mon livre, c'est un sujet que j'aborde pas forcément, mais un passeur d'âme, il agit dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois faire rentrer les âmes à la maison et en même temps accueillir les autres. Et quand je dis les âmes, ça peut être une âme qui vient juste. Je vais prendre un petit exemple comme ça très concret, mais il y a parfois des femmes qui viennent chez moi et qui ont du mal d'avoir un enfant. Et ben finalement, le rôle du passeur d'âme, c'est aussi d'aider à ça. Ça règle pas tout, hein. Je veux dire, parfois il n'y a pas de solution, hein. Concrètement, il y en a pas. Mais il y a aussi des cas où effectivement, ça facilite l'enfantement, justement parce que la porte s'ouvre dans les deux sens. Mais donc, pour revenir sur ce que je disais, si ça arrive chez vous, mettez cette intention-là. Si vous sentez que ça coince, ben c'est souvent au niveau cérébral, au niveau des croyances, etc., de je ne suis pas capable, ou il y a un frein, enfin bref, s'il y a un frein et que vous sentez que ça passe pas, ben faites appel à quelqu'un qui sera capable de le faire. Mais vraiment, l'intention que vous allez y mettre, l'envie de faire du bien à l'âme qui est là, sans avoir peur en fait, parce qu'il n'y a pas de peur à avoir. C'est ce que j'allais dire. Oui. Vraiment, il n'y a aucune peur à avoir. Vous avez un congénère, un frère, une sœur qui est là, qui a envie d'être libéré, bah tendez-lui la main en fait. C'est vraiment de ça dont il est question. Tendez-lui la main. Elle a besoin d'aide en fait. Elle recherche de l'aide. Elle a capté la personne qui pouvait être donc sensible et ressentir. Ouais. Enfin, nous, c'est ce qu'on explique généralement avec Laurent. Ouais. Elles ne sont pas là pour nous déranger exprès. Tout à fait. Elles sont là parce qu'elles appellent à l'aide. Ouais. Alors, il y a celles qui appellent à l'aide et puis il y a celles qui savent pas qu'ils sont là, en fait, qui savent pas qu'ils sont perdus. Donc, il y a celles qui en ont, c'est un mot un peu bizarre, mais qui en prennent conscience et il y a celles qui ne le savent pas. Bon, évidemment, celle qui en prend conscience, elle va communiquer, elle va le faire savoir et puis celle qui ne le sait pas, ben, forcément, il va y avoir plus de réticence, en fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est vrai que les âmes sont attirées par ces portes qui s'ouvrent, donc par les passeurs. Très souvent, et de plus en plus souvent, dans les maisons dans lesquelles je vais, il y a des âmes qui viennent de l'extérieur. Vraiment. Il y a notamment une maison comme ça, il y a quelques mois, je vais dans la maison, et il y en avait 2-3 comme ça, à gauche, à droite, je sais plus combien exactement. Et en même temps, moi, à la fin du travail, je vérifie toujours s'il n'en reste plus, si le travail est terminé. D'accord. Et au moment où je pensais que tout était terminé, bah, c'était pas le cas, en fait. Donc, mon corps me dit, ben non, en fait, c'était pas terminé. C'est possible ça. Et donc je suis un peu mon guide, mon intuition, enfin mon feeling, et je vais plus du côté du garage. Et là, je me rends compte en fait que il y a des âmes dans la voiture de la dame. Ah oui. Donc ce sont des âmes qui ont utilisé le véhicule comme véhicule, comme moyen de transport, parce qu'elles savaient quelque part que j'allais travailler sur la maison. Elles se sont dit, allez, on y va. Oui, c'est ça. Il y a une porte qui s'ouvre, on y va. C'est fort. Hein. Ouais. Donc voilà, n'ayez pas peur. Moi, c'est ce que je retiens, ne pas être dans la peur, mais dans l'amour, dans l'entraide. Ouais. Dans l'envie de faire, dans l'envie d'aider, en fait. Vraiment. Exactement. Et si vous êtes dans la peur, bah, faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, comme toi. De toute façon, vous vous rendrez vite compte si ça passe ou si ça passe pas. Oui. On sent tout de suite l'énergie qui change, en fait, derrière. Vraiment. On va parler aussi du livre de Patrick, que Patrick a écrit. On va vous l'afficher juste après à l'écran, mais mis là d'ailleurs. Voilà, vous allez le voir directement. Le livre Les âmes errantes et les passeurs, parce qu'il y a les deux, on vient d'en parler. Un très très beau livre qui parle d'un petit peu de tout. C'est que tu parles aussi des religions dedans, un petit peu, enfin tout ce qui se passe un petit peu dans chaque pas croyance, mais vraiment il y a de tout dedans, avec des belles pages. Amy fait vraiment la belle promo. On est sur M6 Cyclique là. Ouais, c'est ça. Alors, fais-nous un petit résumé, le petit pitch de ton livre là pour ceux qui veulent l'acheter. Ben, je l'ai fait en deux parties, c'est-à-dire que la première effectivement elle est très culturelle, c'est-à-dire que c'est finalement qu'est-ce qui à travers le monde, à travers les religions, à travers les cultures, à travers l'histoire. On se rend compte en fait que l'histoire, les passeurs d'âmes ont toujours existé, on se rend compte que les âmes, on y a toujours cru en fait, mais partout dans le monde, à travers la culture, à travers les religions, à travers l'histoire, les âmes ont toujours eu leur place en fait. Donc l'être humain a toujours eu conscience de quelque chose d'extérieur au corps et à l'esprit. Donc ça c'est un peu la première partie, c'est un peu c'est très terre à terre.
Mais en même temps, je trouve que ça valait la peine de recadrer un peu, puisque encore une fois, je suis quelqu'un de très cartésien. Ça permet de se le rappeler aussi. Ça, non, vraiment. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, alors que on sent qu'il y a un engouement plus grand là aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça vaut la peine aussi de remettre un peu les choses à leur place dans un côté très logique et très cartésien. Et puis la deuxième, il y a toute une série d'expériences. Toute une série d'expériences personnelles, et puis avec des gens que j'ai rencontrés. Il y a aussi une discussion que j'ai eue avec Laurent, que je trouvais très intéressante justement sur le sujet. Donc Laurent apporte sa touche de connaissance par rapport à la médiumnité. On a inversé les rôles. C'est toi qui m'as interviewé là, cette fois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc voilà, il y a tout ce mélange là qui est là. Bon, finalement en fait, j'ai écrit ce livre parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de peur, beaucoup de craintes qui sont liées justement à ce manque de savoir. Et donc quelque part, juste à travers les formations, je touche pas suffisamment de gens pour démystifier cette partie-là. Et donc un bouquin, c'est une bonne manière on est chez soi, on le lit à son rythme, et ça démystifie, ça explique, ça clarifie. Ça apporte des réponses à des points d'interrogation. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu envie de l'écrire. Est-ce que tu donnes des pistes, j'imagine, pour comment passer les âmes, un petit peu plus que tu as donné pendant cette émission? Oui, il y a quelques trucs supplémentaires, évidemment. Ouais. Après, encore une fois, c'est pas en lisant le bouquin qu'on va devenir passeur comme ça. Il y a tellement c'est pas un mode d'emploi. Non, pas du tout. C'est pas du tout un mode d'emploi. Mais effectivement, il y a des pistes de développement et d'utilisation, et notamment l'utilisation du pendule. Il y a toute une série d'infos sur la nourriture, sur l'énergie de la terre. Enfin, on est vraiment. J'ai essayé vraiment d'être très, très, à la fois très large et très précis. Donc voilà, c'est à la fois global et précis. Et où on peut se le procurer, Amy? C'est Spinel. Oui, édition Spinel, tout à fait. Alors oui, il est aux éditions Spinel. Vous pouvez le commander directement à la maison d'édition. Et puis vous pouvez le trouver maintenant plus facilement. Il y a eu un couac effectivement avec les librairies pendant un temps, mais maintenant il est beaucoup plus facilement accessible dans les librairies. Mais si vous le commandez aux éditions, vous l'avez sans frais, ils vous l'envoient, et dans la semaine vous l'avez, quoi. Donc voilà. Et puis si vous avez envie que je le signe, très très régulièrement à gauche à droite, il y a des gens qui me disent tu viendrais pas me le signer, puis on se rencontre à différents endroits, et puis voilà. Génial. Eh bien, merci. On arrive à la fin de cette émission. Tu avais encore une question, peut-être, Amy? Non, c'était plutôt rebondir sur le côté peur, amour, et surtout alléger son âme maintenant, sur Terre, maintenant qu'on en a conscience, pour s'alléger, pour notre passage, et puis peut-être les vies futures. Pour arriver peut-être avec une valise vide, ouais, là-haut. C'est ça. Plus légère. Apporter de la joie, ramener vraiment de la joie dans vos vies, ça va faire énormément de différence. Et du bonheur, et plein de positifs. Ouais, s'entourer des bonnes personnes. Et des bisous. Voilà. On envoie de l'amour à tout le monde, là, ça c'est bien. Merci à notre invité ce soir, Patrick Leroux. Vous pourrez réécouter toute cette émission et la revoir en podcast sur notre site, directement enquête-spirituelle.com au pluriel, notre chaîne YouTube également, et sur Facebook. Tout à fait. Eh bien voilà, on vous dit à bientôt, on vous dit dans 2 semaines en tout cas pour la prochaine émission. C'est quoi le thème? Je sais plus, du coup j'ai plus en face des yeux. Alors on parlera du 6e sens, d'intuition, de ressenti. Tu connais bien ça. Exactement. Super. On se donne rendez-vous également ce week-end à Flénu sur le salon ésotérique bien-être et de la voyance. Donc à Flénu les 8 et 9 février. Donc on va représenter l'association Enquête Spirituelle. On donnera, Laurent et moi-même, des consultations en guidance. Je donnerai une conférence le samedi à 16h sur à l'écoute de son 6e sens. Et tu donneras également une conférence le dimanche à 16h. Oui, tout à fait. Et notre prochaine conférence à Leuze, au cinéma Novelty, ce sera le 16 février, en présence de Jean-Pierre Girard. Oui, qu'on vous invite à vraiment venir voir. Si vous ne connaissez pas encore Jean-Pierre, c'est un phénomène au sens propre comme au figuré. Oui. Il vous expliquera un petit peu, c'est sur la survie de l'esprit. Moi, la science dit oui. Donc lui il donne évidemment les preuves scientifiques de ce qui se passe et de ce qu'on peut trouver. Mais il abordera certainement encore plein de choses parce qu'il aime bien les anecdotes. Notre Jean-Pierre qui fera d'ailleurs aussi un stage fin avril. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le site de l'association. Eh bien, merci Patrick. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous tous qui écoutez aussi. C'était très très chouette. Et on vous donne rendez-vous, bien entendu, dans 2 semaines pour la nouvelle émission radio. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée.